Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire qui se tiendra jusqu'à 15 heures et qui s'intitule Usage de l'IA dans le travail social, des jalons pour une réflexion collective, qui fait donc suite au premier webinaire du 20 juin qui présentait globalement la démarche. Pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, donc je suis Anne-Sophie Maillot, docteure en ergonomie et psychologie du travail, et ma collègue Stéphanie Emeria-Claire, docteur en sciences de gestion. Donc, nous sommes toutes deux chercheuses au sein du Laboria, qui est dirigé scientifiquement par Yann Ferguson et dont la directrice est Laurence Marie. Aujourd'hui, nous introduirons ce webinaire par un bref rappel de la démarche et nous vous présenterons la structure du document final que nous avons co-construite avec les professionnels du travail social. Le deuxième temps laissera la parole à 4 professionnels participant à cette démarche. Ils vous présenteront quelques-uns des éléments principaux qui constituent le document final. Dans l'ordre, nous aurons Morgane Massoni-Vernet, qui est directeur adjoint d'une association en charge de l'insertion, Pauline Tinrero, assistante sociale dans un organisme public, donc qui aura peut-être des soucis de connexion, donc elle nous rejoindra au fil de ce webinaire. Aline Rousset, qui est assistante sociale dans un organisme public, un autre également, et Adrien Guioni, qui est assistant social dans le domaine de la protection de l'enfance. Avant de clôturer ce webinaire, nous avons aussi souhaité vous laisser un temps d'échange et donc nous aurons une session de questions-réponses. Pour ces questions-réponses, on vous demandera de poser vos questions dans un petit encart qui est à droite, qui s'intitule donc questions, qui nous permet en fait de répertorier plus facilement les questions et puis de pouvoir y répondre au mieux. Et je vais laisser la parole maintenant à Stéphanie Emeria-Claire pour rappeler quelques-uns des éléments de la démarche. Alors, s'agissant des objectifs qui sous-tendent la convention professionnelle, on peut dire qu'ils sont au nombre de 3. Le premier s'est attaché à mettre en relief les grands enjeux que soulève l'introduction, l'intégration de systèmes d'intelligence artificielle dans votre domaine, c'est-à-dire dans le domaine spécifique du travail social. Ces enjeux ont pu notamment être explicités et travaillés sur le fond au cours des ateliers 1, 2 et 3. Le deuxième objectif, quant à lui, s'est efforcé de pointer les possibilités et les impossibilités d'introduction de ces systèmes d'intelligence artificielle et leurs conditions de mise en œuvre, notamment durant l'atelier 4 et les sessions de simulation qui visaient à proposer des simulations de cas d'usage de systèmes d'intelligence artificielle. Enfin, le dernier objectif, objectif en cours, vise quant à lui à formaliser cet ensemble de réflexions, tous ces travaux qui ont pu être menés dans un document cadre qui, je pense que vous l'aurez compris après avoir entendu le webinaire numéro 1 ou la posture dans le cadre de notre démarche, qui s'est construit finalement sur la base des réflexions de terrain avec l'ensemble des participants. Concernant alors attendez, on va mettre en lien, en fait, ces objectifs, le chemin que nous avons parcouru et le document final, notamment sa structuration. Donc, ne prenez pas peur à la vue, en fait, de cette diapositive qui peut apparaître un peu surchargée. On va, au fil de l'eau, vous l'expliquer. Donc, sur votre gauche est notamment visible le chemin que nous avons parcouru et est-ce qu'on peut... Alors, voilà, merci. Le chemin en fait que nous avons donc parcouru et vont être positionnés dans le temps l'ensemble des ateliers que je vous ai précédemment cités avec quelques-uns des détails. Mais donc c'est le chemin que nous avons parcouru tout au long de cette démarche et qui reprend un à un les ateliers ainsi que les sessions intermédiaires de simulation de cas d'usage. Et notamment, c'est ce que vous verrez à partir des encarts rouges qui viendront structurer
ici la structure, en fait, la trame du document final que vous pouvez voir sur votre droite, cette fois, qui présente la trame que nous avons à ce jour imaginée et qui, comment dirais-je, a été nourrie, en fait, tout au long, en fait, de ces différents ateliers. Et voilà. Donc à ce sujet, par rapport à cette trame que vous voyez sur votre droite, sachez que, pour ma part et Anne-Sophie quand elle va reprendre Anne-Sophie Maillot, elle va reprendre la suite, sachez qu'en fait, nous n'entrerons pas dans le détail de chacun de ces points, puisque c'est justement les professionnels qui, participent, et qui sont avec nous aujourd'hui, qui s'en chargeront. Cependant, on tient néanmoins à souligner que le premier point, ici traite du volet juridique et s'attache à esquisser ce qui est légalement possible. Le point suivant, point numéro 2, alors hop, excusez-moi, je fais en même temps. Donc, le point suivant donc aspire quant à lui à présenter ce que vous voulez éthiquement au regard des valeurs qui sont constitutives de votre métier. Le point 3, je te laisse reprendre. Le point 3. Le point 3 de fait expose dans quelle mesure les systèmes d'intelligence artificielle peuvent être introduits dans vos activités, autrement ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas pour vos métiers. Ensuite, au regard des possibilités pointées donc précédemment dans ce précédent point par les professionnels, nous travaillerons avec l'aide de l'expertise de l'INRIA sur ce qui est techniquement envisageable. Et enfin, le dernier point abordera ce que vous considérez, dans l'introduction de cette technologie, comme un progrès humain et sociétal. Avant de laisser la parole à notre premier professionnel, sachez qu'il s'agit donc de premiers jalons posés et qui appellent évidemment à poursuivre les réflexions au sein de la communauté. Je laisse la parole à Monsieur Massoni-Vernet. Merci, merci Anne-Sophie. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais m'attacher à la partie, le cadre légal aujourd'hui de l'IA. Avec comme principal élément, on va dire, tout d'abord la partie européenne. La réglementation européenne en matière d'IA, elle repose notamment sur l'IA Act qui entre progressivement en vigueur et qui définit des niveaux de risque. Voilà, on les a. C'est la partie de gauche qui définit des niveaux de risque en fonction de l'usage qui est fait de l'IA. Les niveaux de contraintes imposés vont dépendre du niveau de risque encouru par l'usage de l'IA. Et on va rajouter à ce cadre légal contraignant le RGPD, le Règlement général de protection des données, qui vient encadrer l'usage qui doit être fait d'informations personnelles collectées dans l'espace numérique et pas que. Ça, c'est la partie cadre réglementaire au sens droit dur, on va dire. Et il y a une partie cadre réglementaire au sens du droit souple, avec plutôt des recommandations, ce qui fait écho dans le domaine du travail social à tout ce qui est recommandations de bonnes pratiques professionnelles ou autres, qui sont des textes qui n'apportent pas le même niveau de contrainte que des textes d'ordre législatif ou réglementaire. Les réglementations du Conseil de l'OCDE sur l'intelligence artificielle. Nous, on a travaillé dans le cadre de ces textes-là pour identifier quelles étaient les contraintes qui pèsent, qui doivent structurer la manière dont le travail social s'approprie l'usage de l'intelligence artificielle ou la manière dont le travail social doit s'approprier l'usage de l'intelligence artificielle. À partir de là, je vais juste faire un petit crochet sur le fonctionnement des IA, notamment des IA dites génératives. Une IA, elle va avoir comme fonctionnement, en fait, elle va produire un langage
Donc, elle va nous donner des réponses qu'elle estime être le plus probablement justes au regard de la question qu'on lui pose. Ça a comme principal impact, en fait, qu'une IA n'apporte pas des réponses à 100% justes. Donc, l'impact que ça va avoir, c'est que l'IA n'est pas une source d'information totalement fiable. Il peut y avoir ce qu'on appelle des hallucinations. Et je vais y revenir sur quelle est la responsabilité des personnes qui utilisent l'IA, l'IA générative, dans leur usage, en fonction de ces règles-là. Le deuxième point qui est important, c'est que une IA dite générative, c'est une IA qui, sauf paramétrage contraire, est construite sur la base d'un référentiel, un corpus, et va intégrer les requêtes qui lui sont faites dans ce corpus. Donc, quand on transmet une information à une IA, si elle n'est pas paramétrée pour garder cette information en interne, elle va intégrer l'information dans son corpus, et donc l'information échappera à la personne qui l'a transmise à l'IA. Donc, en termes de mise en pratique opérationnelle, nous, ce qui nous paraît primordial, c'est qu'aujourd'hui, pour les usagers du travail, de l'IA dans le travail social, on puisse faire usage d'IA qui sont conformes à l'IA Act et au RGPD, c'est-à-dire dont l'usage respecte ce cadre réglementaire et législatif là, et s'appuie sur le droit souple, on va dire, tout ce qui est recommandation de bonnes pratiques sur l'utilisation de l'IA. On pense notamment à l'intégration, au fait d'élaborer des chartes ou à l'intégration de l'IA dans les chartes informatiques des organismes gestionnaires d'établissements et services sociaux et médico-sociaux, et de se doter de manière générale d'IA métiers qui viennent répondre aux besoins, à l'usage qui en est fait et à ce cadre légal. Pour reprendre le fil de ce que je disais tout à l'heure, typiquement aujourd'hui, un ou une professionnelle qui utiliserait une IA de manière informelle, c'est-à-dire pas cadrée dans son organisation, prend le risque de transmettre des informations à caractère secret à l'IA, qui après les intègre dans son corpus. Pareil, un ou une professionnelle qui agirait sur le conseil d'une IA parce qu'il a sollicité, il ou elle a sollicité l'IA sur telle ou telle situation. Une personne qui agit sur la base des conseils donnés par une IA est responsable de ses actes. Ce n'est pas l'IA qui va être considérée comme responsable. Donc une personne qui commet une erreur parce qu'elle a posé une question à une IA et que la réponse était une hallucination, au sens IA du terme, est responsable de l'acte qu'elle a commis. Et donc, ça peut avoir des incidences. C'est pour ça que on pense aussi qu'il pourrait être intéressant que les usages de l'IA dans nos organisations soient formalisés de manière à avoir un cadre de travail qui soit dont la formalisation de l'IA, le fait d'avoir une IA dans l'organisation garantisse le respect du cadre légal par cette IA et que les salariés puissent être informés de leurs responsabilités dans l'usage de cet outil au quotidien. Voilà, je vais passer le relais à Pauline sur la partie éthique, morale. Qu'est-ce que nous souhaitons pour l'IA ?
Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que j'ai des problèmes techniques. Est-ce que c'est bon? Oui, vous m'entendez? Oui, on t'entend. On t'entend. Merci. Merci. Donc moi, je vais donc vous présenter le travail de réflexion qu'on a eu autour de l'éthique et de la déontologie intrinsèque au travail social. Donc nous, on a mis en avant l'importance de préserver la justice sociale, à savoir l'accès aux services sociaux pour tous et veiller à la réduction des fractures sociales et numériques. Donc dans l'idée que l'arrivée de l'IA pourrait invisibiliser le travail social. Par exemple, c'est l'arrivée des chatbots où on voit que voilà, les personnes peuvent accéder aisément à ces chatbots, poser leurs questions. Hem, Toutefois, la limite du chatbot, c'est, cette IA va répondre à la question, très, voilà, centrée sur une demande d'accès aux droits, mais ne va pas considérer, les droits connexes ou, la globalité, des droits. On a aussi, souhaité veiller à la non-discrimination des populations dans la conception et l'usage des systèmes d'intelligence, artificielle. C'est-à-dire que l'IA pourrait, éventuellement, se saisir, enfin, il pourrait y avoir dans un monde un peu de science-fiction, une IA qui pourrait, balayer des données personnelles et en faire usage pour, voilà, des institutions, ou autres. Et dans la continuité, on a exigé le respect du secret professionnel et la confidentialité des informations. C'est-à-dire que l'IA, ne doit pas, avoir accès à des informations, au secret professionnel ou en tout cas, on doit veiller, nous, travailleurs sociaux, à cette question de confidentialité parce que, les on va dire les créateurs des IA, en tout cas les personnes à l'origine, de certaines IA, voire même les employeurs ont leurs enjeux derrière, la mise en œuvre de ces IA et du coup voilà, c'est veiller, à cela, au secret professionnel et à la confidentialité. On a également, pris en considération la dimension humaine par, l'idée que, le travail social, c'était aussi, et avant tout une relation qui se créait, qui se construisait au fur et à mesure, des rencontres et qui était également, basée sur la bienveillance. Donc nous, c'est l'encart que vous, percevez sur la slide. On a insisté sur cette notion de bienveillance parce que, nous, ce qu'on y a indiqué derrière le terme bienveillance, c'était, la dimension, qui consistait à, pour un travailleur social, parfois pouvoir dire à la personne ce qu'elle a pas tellement envie d'entendre. Alors bien sûr, c'est au rythme en considérant le rythme de la personne et cetera, mais parfois pour que des personnes aient un déclic ou que les personnes avancent dans l'accompagnement et dans leur projet, dans la réalisation des objectifs consentis, il est parfois, nécessaire, de dire, certaines choses, ce que ne fera pas l'IA. C'est-à-dire que l'IA, on la considère, comme bienveillante. D'ailleurs, on la personnifie beaucoup en disant: «Elle est bienveillante, elle est sympathique». On lui prête plein d'intentions et plein d'émotions, mais ce qu'on voulait souligner, c'est que c'est avant tout un outil. Donc nous, entre nous, quand on a préparé, ce webinaire, on rigolait en disant, «Est-ce que, par exemple, on dirait, merci ou bonjour, à un ventilateur?» par exemple. On le ferait pas et on lui dirait pas: «Merci de nous rafraîchir, par temps de canicule». L'IA, c'est ça. C'est que, elle donne l'impression d'un être humain et pour autant, ça ne reste qu'un outil. C'est garder cette vigilance-là. Et l'IA, voilà, il y a des utilisations ont été faites, on en a entendu parler, récemment dans les médias, sur l'utilisation de l'IA par les personnes, en gage de thérapeutes et de thérapeutes, notamment de psychologues et voilà, l'IA va conforter la personne, dans ce qu'elle est, dans son mal-être, dans ce qu'elle vit et va, voilà, lui donner des conseils. Mais parfois, il est quand même nécessaire de renvoyer certaines choses aussi aux personnes pour qu'elles avancent et peut-être des choses qu'elles n'étaient pas tellement prêtes à entendre. On a aussi insisté sur, l'importance du respect, du rythme et de la temporalité de la personne accompagnée. Heu, L'IA, elle va avoir, voilà, juste
notion d'immédiateté sans même pouvoir avoir une capacité d'anticipation, à la différence du travailleur social où on a une vue sur à peu près, parce que bien sûr on va se réajuster au fur et à mesure de ce que la personne va nous apporter, mais on a une vue sur voilà, le temps que cela va prendre parfois d'accompagner la personne dans ses problématiques. Et il nous était aussi important de souligner la dimension singulière des situations parce qu'une personne, elle est prise dans un système global, à savoir un contexte familial, des émotions, une histoire, un vécu, etc., une expérience de vie qu'il était important de considérer parce que ça peut expliquer aussi ce pourquoi la personne en est là aujourd'hui et aussi ce que ça dit des choses de ses compétences et de ses capacités. Donc, c'est important de bien considérer cela. On peut passer à la slide suivante où là, on aborde donc justement, on revient sur la complexité des situations parce que, comme je le disais précédemment, chaque personne a sa singularité, son histoire. Et donc, nous, on insistait sur vraiment ce besoin de considérer la complexité des situations. Tout ne peut pas être intégralement rationalisé, c'est-à-dire que une personne et nos accompagnements ne sont pas que des données quantitatives. C'est aussi voilà, toute une complexité d'éléments à considérer. Et donc, dans cette continuité, le professionnel n'a pas une formule toute standardisée, alors que c'est ce qui se passe un peu avec l'IA, c'est que une question, une réponse, sans même considérer le contexte de vie de la personne et ce qu'elle est. Et ensuite, donc pour finir sur l'éthique et les valeurs de nos métiers, on a insisté sur la nécessité de notre expertise, de nos compétences et le développement de celles-ci. C'est-à-dire qu'on a mis un peu au regard les générations de travailleurs sociaux d'aujourd'hui qui ont connu, qui ont au contraire pas connu l'intelligence artificielle, mais qui ont du coup connu des méthodes de travail. Et c'était important de les garantir, de les maintenir en renforçant l'esprit critique. On l'a mis en fait au regard des nouvelles générations qui sont nées dans l'IA et dans plein de nouvelles technologies et qui ont donc un réflexe. Mais du coup, nous, on a vraiment insisté sur voilà, cet esprit critique qui, du coup, nous a permis de développer des compétences et des réflexes. Et donc, l'idée, c'était vraiment que l'IA soit un outil, que l'IA puisse nous faire gagner du temps sur certaines démarches et voire même nous facilite les tâches. Pour autant, c'est important de vérifier les sources parce qu'encore une fois, on insiste sur le fait que les IA ont été créées par des personnes qui ont leurs intentions, leurs enjeux et voire même, voilà, encore une fois, des employeurs peuvent le mettre à disposition, mais pareil avec derrière des enjeux qui leur sont propres. Et puis aussi, c'est l'idée que les IA peuvent avoir des biais, ce qu'on appelle des hallucinations et donc ne sont pas toujours gages de vérité et en tout cas, voilà, c'est important d'aller vérifier les sources et de vérifier les informations. Merci. Je laisse ça. Donc, laisser la parole à Aline. Bonjour à tous. Du coup, moi, je vais poursuivre avec la thématique de qu'est-ce qui est acceptable dans nos métiers au regard un petit peu de tout ce qu'on a pu mettre en avant juste avant sur les questions d'éthique, de déontologie. Donc, concrètement, dans le travail social, qu'est-ce qu'on peut accepter de faire, comment on intègre cette IA potentiellement dans notre travail en tant que travailleur social ou avec d'autres métiers. On a pensé aussi aux secrétaires, aux managers, je vous en parlerai un petit peu après. Du coup, les deux questions qu'on s'est posées, c'était, voilà,
on intègre l'IA, comment on peut le faire, et on a identifié 2 niveaux. Le premier niveau qui était au niveau de nos tâches et des choses qu'on réalisait dans notre quotidien, un niveau vraiment lié à l'accompagnement social, donc toute la méthodologie d'accompagnement social qui fait vraiment partie de notre cœur de métier. Avec du coup le recueil de données, l'analyse de ces données, pouvoir proposer un plan d'aide adapté, cette notion d'accompagnement social avec des personnes qu'on va accompagner sur le langage verbal, non verbal. Donc, et on s'est dit que pour tout ça, sur cette partie-là, sur ce niveau-là, l'intelligence artificielle n'avait pas sa place puisqu'on avait besoin de l'humain. Et du coup, on s'est dit, mais du coup, sur quoi pourrait-on utiliser l'intelligence artificielle? On a pu échanger avec des professionnels qui, du coup, l'utilisaient dans leur pratique. Et ça a permis de nourrir cet échange et de se dire, l'IA, on pourrait l'utiliser dans des tâches annexes comme un outil, un support qui sera à la main du travailleur social pour pouvoir l'aider dans la réalisation de tâches plus administratives. Donc voilà, on a pensé à la rédaction de courriers, par exemple, élaboration de rapports sociaux. Voilà, c'est des tâches qui peuvent être utilisées avec le support de l'IA, mais vraiment une IA utilisée sur la forme et pas sur le fond. Puisque ce qu'on a pu mettre en avant, c'est que il était nécessaire qu'en tant que travailleur social, on reste responsable de nos écrits. Voilà tout ce qu'a ces notions de secret professionnel, de responsabilité vis-à-vis des données, et tout ça. Donc, c'est vraiment notre écrit qui va rester à notre main et l'IA va être utilisée pour pouvoir venir en appui et nous aider dans cette structuration. On a aussi travaillé sur cette notion d'écrit en se disant, voilà, potentiellement, si l'IA nous aide dans les écrits, on gagne du temps. Et puis, on s'est aussi penché sur cette nécessité d'avoir les écrits professionnels et à quoi les écrits professionnels nous servaient. Parce que du coup, les écrits professionnels dans le métier de travailleur social, c'est des écrits sur lesquels on s'appuie pour prendre aussi du recul par rapport aux situations. Prendre ce temps d'analyser les demandes des personnes, pouvoir cette notion de la personne elle est venue me voir avec une demande explicite, mais derrière il y avait d'autres choses qui se sont jouées et du coup parfois passer par l'écrit c'est ce qui va nous permettre de prendre cette distance émotionnelle et c'est important du coup qu'on puisse être aussi avoir ces temps d'écrit et que ce soit pas que l'IA qui se servent, qui soit là pour gérer ces temps à l'écrit. De la même manière, du coup, on s'était posé cette question sur le recueil de données en se disant que parfois, le recueil de données, le premier recueil pourrait permettre de gagner du temps et puis éviter un peu les tâches laborieuses de devoir ressaisir des données ou des choses comme ça. Et de la même manière, on s'est dit, mais en fait, non, ce recueil de données, il est nécessaire dans la méthodologie d'accompagnement social pour percevoir la globalité de la situation et sa complexité. Donc, on est vraiment sur une utilité de l'intelligence artificielle sur des tâches ciblées qui vont aussi varier en fonction des métiers dans le travail social, parce qu'en fonction des métiers, manager, secrétaire, travailleur social, on ne va pas avoir les mêmes besoins. Et du coup, une utilisation de l'IA qui sera potentiellement différente. Donc, on s'est dit que cette utilisation de l'IA, il fallait faire attention que ce ne soit pas au détriment de la formation du personnel, c'est-à-dire par exemple des IA qui seraient utilisées pour faire un premier accueil et soutenir une secrétaire. Il ne faudrait pas que ce soit parce qu'on ne forme pas la secrétaire ou parce que
on ne garde pas ce gage de qualité, il faudrait vraiment que ça vienne en soutien et que les professionnels qui utilisent l'IA gardent toute leur expertise, parce que c'est ce qui permettra aussi, cette notion d'expertise, de vérifier que les informations données par l'IA sont les bonnes et pouvoir continuer à accompagner les personnes avec, dans le cadre d'un accompagnement social de qualité. Du coup, cette IA, nous avons beaucoup parlé aussi de cette question du travail social et de cette complexité du travail social qui est un peu invisibilisée, et avec ce souhait de veiller au fait que on ne vise pas à trop simplifier les choses, c'est-à-dire se dire la personne elle a une demande, hop, on répond. Parce que justement, le travail social a cette complexité qui fait qu'il y a la demande et une analyse globale qui va viser soit à répondre directement, soit à réorienter en fonction des besoins des personnes. Donc, je laisse la parole à mon collègue Adrien pour la suite. Oui. Bonjour à tous. Alors, attendez, je vais changer la slide. Hop. Donc, du coup, là, par rapport à la question qui est qu'est-ce qu'on pourrait considérer comme un progrès social et humain, ce qui me paraît essentiel de dire déjà en premier lieu, c'est que cette question n'aurait pas pu y répondre au début de la Convention, puisque, en fait, ce qui a émergé dans les discussions autour de cette question-là, c'était que le fait que les experts que l'on a pu auditionner aient pu nous donner leur savoir et nous faire comprendre vraiment qu'est-ce que c'est qu'une IA et quel est son fonctionnement, ça nous a permis un petit peu de remettre dans un contexte que l'IA est un outil informatique, et donc de le remettre un peu à sa place d'outil, comme on dit mes collègues. Et ce qui a émergé aussi, c'était ce besoin vraiment très important de formation qui va donc amener à cette compréhension. Donc du coup, avec toutes ces informations-là, on a pu faire émerger quelques risques et quelques opportunités. C'est vrai que ça a été quand même beaucoup plus facile pour nous, entre nous, de discuter des risques que des opportunités, parce qu'on s'est un peu dit que quand même l'intelligence artificielle, notamment générative, est arrivée un peu comme un boulet de canon dans nos vies, et ça a un peu bousculé tous nos fonctionnements de faire. Et voilà, on se sentait peut-être un petit peu plus perdu face à cette nouveauté-là qui paraît assez exceptionnelle. Donc, pour les risques, ce que l'on avait pu mettre en avant, c'était le fait que c'était le soutien à la logique de faire toujours plus avec moins de moyens. C'est-à-dire que dans un contexte de contraintes budgétaires comme on le connaît tous, il peut être facile pour un employeur de mettre en place, ou en tout cas d'autoriser une partie de son personnel à utiliser une intelligence artificielle, et donc de pouvoir parfois ne pas remplacer des postes ou supprimer des postes. Ça, c'est ce qui sous-entend aussi le second point de logique quantitative au détriment de la logique qualitative. Je prends un exemple, si je prends mon exemple personnel, je suis évaluateur en information préoccupante, mon poste est quantifié environ pour 25 à 30 demandes. Donc là, je fais des suppositions, évidemment, ça n'existe pas, mais la supposition, c'est que si on me mettait en place une IA générative pour pouvoir peut-être m'aider dans la rédaction des rapports, ça ferait que mon temps de rapport diminuerait, et donc on pourrait me dire que je pourrais passer de 30 à 35 mesures puisque j'ai gagné X temps sur chaque rapport. La seconde chose qui émergeait, c'était aussi le fait de la charge de travail qui augmentait, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi le fait que ça pouvait accroître la fracture numérique. Il y a des études, en tout cas les experts ont pu nous montrer que l'IA en intelligence artificielle va bénéficier aux catégories socioprofessionnelles qui sont moyens, voire CSP+, et donc tout ce qui est de la population vulnérable, ils vont l'utiliser soit à mauvais escient, donc c'est-à-dire donner beaucoup de données personnelles et qui vont prendre l'intelligence artificielle comme acquis dans la réponse, et donc ça va pouvoir créer cette fracture-là
On peut le voir déjà nous, hein, je pense tous sur le terrain, quand on voit les démarches administratives de façon numérique, quand je pense aux impôts, je pense à la CAF ou à la sécurité sociale, où on se retrouve avec une partie de la population qui est mise de côté. Et cette IA générative pourrait créer cette fracture, d'autant plus que aujourd'hui, l'utilisation des chatbots pour prendre un rendez-vous, etc., il faut être outillé pour pouvoir l'utiliser et choisir le bon service pour avoir le bon rendez-vous avec la bonne personne. Donc, c'était à peu près les 3 risques majeurs qu'on avait pu identifier. Concernant tout ce qui va concerner les progrès, alors nous, on avait dit que ça pouvait aussi être une mesure de compensation autour notamment des personnes en situation de handicap. On pensait aux personnes qui sont atteintes de surdité ou des personnes qui sont 10 et quand il n'y a pas, en tout cas, quand elles ont la capacité d'utiliser cet outil informatique, ça leur permet quand même de pouvoir accéder à des demandes beaucoup plus simplement. Voilà, et notamment ensuite, le second point, c'était l'opportunité d'innovation sociale. Dans l'accompagnement individuel et collectif, en fait, ce qu'on voulait mettre en avant, c'était que ça pouvait aussi être un formidable outil de construction, de co-construction autour d'outils pratico-pratiques qu'on peut mettre en place avec les personnes et pour les personnes et avec les personnes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que, par exemple, l'IA générative pourrait nous amener à pouvoir réfléchir autour de projets, mais aussi plus concrètement, ça va être sur une personne qui a des besoins, qui n'arrive pas à les demander. On peut, avec le travailleur social, travailler sur cet outil d'IA générative qui va peut-être structurer les idées de la personne et ça peut être une base de travail avec elle pour améliorer, je ne sais pas moi, une lettre de motivation, un CV, des choses où on n'est pas forcément des compétences innées là-dedans. Ça peut être aussi, moi en tout cas j'ai pu l'utiliser notamment avec un enfant qui venait de perdre un de ses parents et donc j'avais pu utiliser l'IA générative pour créer via Gemini une sorte de storyboard de petits livrables de 9 pages et donc on avait pu, voilà, elle avait pu parler de ses émotions via cet outil-là et ça nous avait permis après d'en faire un support de travail autour de l'enfance, autour du lien et autour de la perte de ce parent. Donc, il y a vraiment des potentialités à trouver là-dedans. Mais pour ça, donc j'en reviens à ce que j'ai pu dire au début, c'est ce besoin de comprendre ce fonctionnement et ce besoin de formation qui semble inévitable. Le dernier point qui nous semblait quand même extrêmement important à mettre en avant, et c'est pour ça qu'il est dans un encadré, parce que du coup, on n'est pas sans savoir que nous sommes dans un contexte de réchauffement climatique et que l'intelligence artificielle est énormément énergivore, c'était l'impact environnemental et les conséquences sur l'humain. On a l'impact donc négatif de l'empreinte carbone et donc de cette réflexion de savoir est-ce que je dois passer par l'IA générative ou est-ce que je dois passer par le Google ou enfin voilà un moteur de recherche pour trouver ma réponse. Ça c'est une vraie question qu'il faut se poser avant d'écrire son prompt et de le lancer. Mais il y avait aussi, et c'est Jean-Gabriel Ganassia qui pouvait nous mettre en avant, un des experts qu'on a audité, c'est aussi la possibilité d'un impact environnemental positif. Il prenait l'exemple, en tout cas, par exemple, l'agriculture, où il y aurait cette possibilité, via l'IA générative, de permettre aux agriculteurs de pouvoir, en tout cas, maximiser, par exemple, la consommation d'eau, savoir exactement où mettre de l'eau dans le champ, quel jour, en fonction de la météo, etc. Et donc ça, du coup, ça peut amener aussi à quelque chose de plus vertueux. Voilà, c'est le point positif et le point négatif qui avait été mis en avant sur cet impact environnemental. Merci beaucoup de votre écoute. Merci à tous. On propose passer à la session de questions-réponses. voilà.
On attendait juste au cas où que certains professionnels remontent, ça c'est notre langage, non, pardon, remontent sur scène. Donc en effet, contrairement au premier webinaire qui, visait à vous informer sur, le déroulé, les objectifs et cetera, les quelques rappels que nous avions faits au départ, de la convention professionnelle donc, cette fois on laisse une place en fait, à votre communauté pour, justement poser des questions et puis, tenter d'y répondre, de manière la plus, je dirais, juste de ce qui se passe aujourd'hui, sur ce champ de l'IA et du travail social. On n'aura pas nécessairement réponse à tout, et par moment, on pourrait peut-être rester dans le flou, mais ma foi, on s'efforce ceci de répondre le plus efficacement possible. Alors déjà, ce que l'on pourrait dire, c'est que c'est une question qui est revenue à plusieurs reprises. Donc le support en fait que vous avez sous les yeux, ne sera pas communiqué. Ceci étant, en revanche, vous pouvez avoir accès, au replay de ce webinaire sans aucune difficulté et donc, concernant le contenu de ce qui peut être abordé, ce qui a été abordé aujourd'hui, vous pourrez donc y avoir, de nouveau accès, si vous souhaiteriez, soit le diffuser, soit, le reprendre pour y réfléchir, voilà, de votre côté. Heu, Également, on nous a posé la question, des, comptes rendus des ateliers, des 4 ateliers notamment qui, ont eu lieu. Alors non, ils ne seront pas non plus à disposition, mais, concernant la synthèse de leur contenu, en revanche, ils seront inclus dans le rapport qui, sera public et partagé. Donc vous pourrez y avoir accès, je dirais, dans un temps différé. Pas là maintenant, mais vous y aurez accès un peu plus tard puisque dans ce rapport public, on y inclura, les résultats d'autres études que nous menons en parallèle, de la convention professionnelle. Alors je démarre en fait, autour, des questions et puis je vais laisser ma collègue Anne-Sophie Maillot, ici répondre à d'autres et voilà. Donc en fait, quelqu'un a souligné, j'ai pas repris les noms à chaque fois, vous m'en excuserez, mais je pense que chacun se reconnaîtra dans sa question. Voilà. Donc quelqu'un a souligné en fait dans le chat que beaucoup d'étudiants ou de professionnels utilisaient, l'IA pour, structurer ou créer des supports, de soutien à la communication ou à l'organisation d'événements. Alors en effet, si, ça a été, je dirais moins évoqué, ce qui ne veut pas dire que ça n'a pas été évoqué dans le cadre des ateliers, ça l'a été un peu moins que, par exemple, la question des écrits professionnels. Ceci étant, dans une autre étude, c'est un des usages qui, est pas mal, mis en lumière, je dirais, dans le cadre de l'usage de l'IA générative. Donc oui, en effet, ceci étant, l'idée ici, c'est de pouvoir, tenter de voir aussi comment cadrer certaines pratiques et c'est la raison pour laquelle, nous avions, décidé ici de plutôt évoquer la question des écrits professionnels. Mais c'est un usage, en effet, qui a, pu être observé, ailleurs, et de manière, hem, moindre, mais, dans le cadre des ateliers. Ensuite, alors je vais reprendre là, les questions qui étaient directement, dans la section, questions cette fois. Il y en a une qui a été posée autour, de l'IA agentique. Alors en effet, il y a des questions alors pour rappel, en fait, l'IA agentique, et je ne suis pas, une technique si je puis dire, hein, je ne suis pas une techos comme on dit dans le jargon, donc ma réponse va rester floue, mais pour le dire simplement, c'est une IA, qui peut contrôler d'autres IA. Hein, et donc, en l'occurrence, concernant, cette question de l'IA, agentique, l'idée ici, c'est, je pense, hein, monsieur Savoie, si jamais, je interprétais votre question, n'hésitez pas à revenir sur le chat pour, rectifier. Ici, c'était finalement, est-ce qu'on va pouvoir garder, hein, d'une certaine façon, la main? Le professionnel peut-il garder ici, la main sur, l'IA qu'il va mobiliser si jamais c'était une IA agentique? Alors, à ce sujet, je peux dire 2 choses. La première, c'est que nous sommes en France et que pour le moment, en fait, il va y avoir, un usage qui va être encore, très raisonné et raisonnable, de systèmes d'IA et en l'occurrence, par exemple, on va voir, contrairement à d'autres pays, à l'étranger, on peut voir que, d'ores et déjà sont implantés des IA, de type, des IA qui aident à la décision, des IA prédictives, en fait et qui vont venir ici aider à la décision, des professionnels du secteur du travail social. Alors
En France, on n'en est pas là encore. Et puis, j'ai envie de vous dire, de fait, ça pose la question d'une IA qui est encore plus avancée. Quand est-ce qu'elle va finalement arriver sur le territoire français? Je vous dirais que c'est pas demain la veille. Surtout, je vous dirais, pardonnez-moi cette familiarité, mais je vous dirais qu'en fait, on a l'IA Act, et cette IA Act, notamment dans ce qu'on appelle l'annexe 3, en fait, il va y avoir parmi des IA qui sont considérées à haut risque, il y a des secteurs qui, ici, sont visés par, comment dirais-je, les obligations renforcées, en fait, quant à l'usage de l'IA, et en l'occurrence, le secteur, ici, social, en est un. De fait, d'ici là, à ce qu'une IA agentique puisse dépasser, je dirais, votre propre contrôle, enfin voilà, le fait que vous ayez à l'utiliser, j'aurais tendance à vous dire que il y aurait tout un arsenal législatif et des obligations qui seraient largement renforcées et qui vous permettraient au moins de garder la main, probablement à certains niveaux, hein, à minima. Et je reste moins sûre de son implantation sous peu. Alors, j'espère avoir répondu ou au moins éclairé un peu cette question. Ensuite, je vais répondre à Monsieur Hamadi. S'il existe une charte d'utilisation de l'IA pour le travail social, si aujourd'hui, à proprement parler, une IA, une charte officielle n'existe pas, néanmoins, vous pouvez trouver des éléments concernant, ici, les usages possibles sur le site de la CNIL. Le site de la CNIL a justement travaillé ici à développer certains éléments et certaines pratiques, ici dans le secteur spécifique du travail social. Donc je vous invite à vous rediriger sur le site de la CNIL. Et puis, pour répondre en deuxième question à Monsieur Hamadi, le développement d'une IA générative éthique adaptée au secteur. Alors éthique, je ne sais pas. En fait, ce sont des travaux, hein, qui sont, qui sont posés en fait, hein, dans des instituts type, l'INRIA, une IA éthique, une IA fiable et cetera, une IA qui, va peu impacter, l'environnement et cetera. Donc ce sont de vrais sujets, hein, que s'emparent en fait, les techos. Ceci étant, l'idée, ce serait peut-être d'aller voir comment localement on peut co-construire avec les organismes qui nous emploient, les institutions, des IA métiers. Et on peut le voir en fait, hein, que dans certaines structures, des IA métiers se développent. Et alors, c'est pas encore une pratique qui est largement répandue, mais néanmoins, il y a ce souci de pouvoir penser des IA qui répondent en fait aux spécificités du travail social et qui intègrent, notamment par exemple dans leur base de connaissances, des pratiques et la logique en fait du travail social. Anne-Sophie, je peux te laisser reprendre la suite. J'espère Oui. avoir été claire et n'hésitez pas à rebondir au besoin. Alors, nous avions une question remarque, en fait, concernant la rédaction des rapports sociaux. Donc en fait, effectivement, ce qui a été présenté, par Aline Rousset précédemment sur la question de distinction, en fait. Très souvent, on entend, effectivement qu'il existe une distinction entre des tâches qui sont de type administratif ou connexe et qui seraient de type chronophage, qu'il faudrait, si possible, supprimer, voire automatiser pour laisser un maximum de temps aux professionnels pour réinvestir la relation d'accompagnement. Effectivement, donc ce qui est intéressant, c'est que ces écrits font office un petit peu d'intermédiaire, parce que pour certains professionnels, c'est un, comment dire, une étape pas toujours évidente d'écrire. Néanmoins, c'est pas parce qu'elle n'est pas évidente qu'elle n'est pas constitutive qu'elle ne fait pas partie du cœur de votre métier, effectivement, et c'est tout à fait ce qu'on soutient. Et donc, effectivement, il ne faut absolument pas l'automatiser, cette tâche-là. Et donc, c'est pour ça que les préconisations vont plutôt dans le sens du travail sur le fond, alors sur la forme plutôt que sur le fond. Donc, sur la forme, ça peut être simplement lui demander, alors non pas de reformuler des parties entières dans lesquelles, effectivement, il peut y avoir des données identifiantes, mais plus quand on a besoin de retrouver des mots, enfin des formulations de phrases, voilà, qui sont plus neutres, moins connotées. Ça peut tout à fait être sur ces éléments-là.
Et pour aussi répondre à une autre question qui était en lien, est-ce que l'IA permettra de gagner du temps dans le reporting et les tâches administratives? Alors, sur les tâches administratives, effectivement, certaines pourraient être automatisées. Mais pas toutes, en fait. Là, l'exemple qui était donné, c'était effectivement cette question du recueil des données, mais qui est finalement constitutif, en fait, de la démarche d'accompagnement parce qu'il permet de créer le lien. En fait, cette démarche de recueil de données, elle s'est intégrée à la démarche plus globale d'accompagnement et vous vous en êtes servi en tant que professionnel pour la réinvestir et voilà, ou créer du lien avec les personnes accompagnées. Alors, ce que l'IA ne peut pas faire, par exemple, hein, c'est prévoir dans les rendez-vous ce que la personne accompagnée sera à même de vous donner comme information, alors que vous, en tant qu'humain, vous sentez comment se sent la personne accompagnée, si elle est capable finalement de vous produire ces documents, si elle est encore pour le moment prête à vous dévoiler ces éléments-là. Voilà, ça, c'est vous qui en êtes encore les maîtres et il faut effectivement que ce soit préservé. Nous avions également une question au tout début qui est apparue sur le paramétrage de l'IA concernant le prompt et le fait de garder les données confidentielles. Alors, sur ChatGPT, a priori, ce n'est pas dans le prompt qu'on demande que les données soient gardées confidentielles. C'est une option dans laquelle il faut aller décocher quelque chose. Ensuite, sur les autres IA, je ne peux pas vous aiguiller sur ça. Je ne sais pas si parmi nos professionnels, vous avez plus d'informations sur les autres, mais en tout cas, voilà. Toutes, en plus, ne le proposent pas. Toutes les IA génératives ne le proposent pas, donc elles peuvent s'entraîner et se réentraîner sur les prompts qui ont été écrits. Voilà pour les questions que j'avais notées. Il doit y en avoir d'autres qui sont arrivées depuis dans la liste. Donc, pardon, il y en a aussi certaines qui sont sur le chat, mais c'est assez difficile pour nous de passer sur les deux onglets puisque ce ne sont pas les mêmes. Alors, il y a une question, par exemple, est-ce que les travailleurs sociaux doivent-ils devenir médiateurs de l'IA pour les publics vulnérables? Eh bien, je pense que nous pouvons laisser la parole à nos professionnels qui sont là pour voilà, qu'ils puissent y répondre. Je veux bien commencer et je laisserai la parole à mes collègues. Je pense que c'est essentiel qu'on soit des médiateurs de l'IA. Si je vais vous prendre des exemples concrets concernant ma pratique professionnelle. Donc, je suis évaluateur en information préoccupante. Il m'arrive régulièrement d'avoir des parents qui demandent à ChatGPT qu'est-ce qu'une information préoccupante, quel risque j'ai, et qui parlent de leur situation personnelle via ChatGPT pour savoir un petit peu vers quoi va s'orienter la réponse finale d'une évaluation d'information préoccupante. Et du coup, pour moi, le fait que maintenant j'arrive à appréhender un petit peu le fonctionnement de cette intelligence artificielle fait que ça me permet de pouvoir faire de la prévention et aussi de pouvoir reprendre avec eux un petit peu. En fait, moi, je reprends avec eux ce qu'a dit ChatGPT. En fait, concrètement, avec eux, je reprends tout ce qui a été dit et j'essaye d'apporter mon éclairage professionnel à cette réponse-là pour essayer de créer un petit lien de confiance dès le départ et essayer aussi d'éteindre un petit peu les craintes de ses parents face au risque, évidemment, que ChatGPT va dire, c'est-à-dire le placement à la fin de l'évaluation. Donc, je pense que c'est essentiel qu'on soit des médiateurs et qu'on comprenne comment ça marche. On continue ou quelqu'un souhaite compléter? Allez-y. Ouais, peut-être juste, Stéphanie, par rapport à ce dit Adrien. Bien sûr. Tout à l'heure, on parlait dans ce qui pouvait être un progrès du potentiel que peut avoir l'IA en termes de compensation dans des situations de handicap, 10, comme soutien dans l'accès à l'emploi. Ça repose sur le fait que les personnes qu'on accompagne aient une perception de en quoi l'IA peut les soutenir. Qu'est-ce que l'IA peut leur apporter? Et là, il y a quelque chose qui est, à mon sens, intéressant. Je rejoins
ce que tu dis, Adrien, dans le sens où l'IA est un outil, mais un outil dont la plupart d'entre nous maîtrisent mal les intérêts et les risques. Et il peut y avoir des informations complètement fausses. Donc, ça peut faire partie de nos rôles que d'accompagner les personnes à voir en quoi l'IA peut leur apporter un soutien dans différents types de démarches, en quoi l'IA peut présenter un risque pour l'insertion dans la vie en société, pour l'inclusion. Et ça, je pense qu'il y a un vrai enjeu autour de ça. Et je sais que moi, j'ai plutôt tendance à prôner le fait que l'utilisation de l'intelligence artificielle fasse l'objet de réflexion dans toute la démarche projet de service, projet d'établissement, pour voir de quelle manière on s'approprie ça dans notre accompagnement au quotidien. Oui, et je me permets de rebondir sur ce que disait Morgane, sur le fait que l'intelligence artificielle, c'est pas l'idée d'être contre ou d'être pour. Dans le travail social, c'est plus quelque chose qui existe et c'est du coup l'accompagner tant auprès de nos publics que nous, en tant que professionnels, pouvoir du coup l'utiliser dans un environnement cadré et d'où tout ce qu'on a pu dire avant sur la question de le considérer vraiment comme un outil qui serait vraiment à notre main et pas un outil qui viendrait standardiser les choses, quoi. Que ce soit vraiment un outil à notre main et qu'on puisse pouvoir faire ce pas de côté pour toujours se dire dans quel cadre je l'utilise et quels sont les risques ou pas que j'ai à l'utiliser. Alors, pour poursuivre, nous avons une question également. Est-ce que la possibilité de refuser l'usage de l'IA dans le travail social a été soulevée au vu des risques qu'il peut présenter, donc protection des données, fracture numérique, rentabilité du travail, etc. Alors, effectivement, pour vous dire, dans les ateliers, on a conservé cette possibilité d'avoir la possibilité de se positionner, en fait, si le risque est trop important. Et les préconisations qui sont plutôt émises et les recommandations que les professionnels citent ici entrent forcément, on va dire, dans le cadre d'un respect total de cette protection des données, de la rentabilité du travail, de la rentabilité du travail, qui re-questionne tous ces éléments-là s'il y a une introduction d'une IA. Effectivement, ça ne se fera pas si la protection des données n'est pas garantie. Voilà. Donc, ce sont des éléments fondamentaux avant même que cette IA soit introduite. En tout cas, c'est le souhait, en fait, de ces groupes de travail qui ont été menés. Je crois aussi que ce qui a été réémergé des groupes de travail, quand même, c'était de dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire sans l'IA, puisqu'elle est déjà omniprésente dans nos vies personnelles, dans la vie personnelle des gens qu'on accompagne. Et donc, professionnellement, on ne peut pas, j'ai envie d'utiliser ce terme-là, mais on ne peut pas louper le coche de l'intelligence artificielle parce que ça voudrait dire mettre de côté une utilisation qui est déjà, que tout le monde fait, en fait. Et donc, pour moi, un travailleur social doit rester tant bien que mal le plus proche possible des évolutions de la société. Et donc, ça est une évolution qui est en cours. Je ne dis pas que c'est une évolution qui va radicalement changer notre mode de vie, mais en tout cas, elle est là et elle est présente partout. Et donc, je trouve que c'est important quand même qu'on ne le loupe pas. Et pour rebondir donc à une question ici qui évoquait le volet, si je puis dire, de la facilitation administrative, et ici qui était, comment dirais-je, quelque chose de chronophage en fait dans votre activité, mais me semble-t-il qui était plutôt positionné du côté ici des bénéficiaires. Et comment, d'une certaine façon, peut-être ça permettrait ici effectivement d'accompagner cette valeur en fait qui est forte dans vos métiers, la possibilité d'autonomiser
enfin d'aider en fait à ce que la personne puisse être autonome. En fait, nous, on s'intéresse plutôt, on se situe plutôt du côté des travailleurs, c'est-à-dire vous, en fait, hein, mais ça ne veut pas dire effectivement qu'on ne l'exclut pas et que vos collègues n'ont pas évoqué cette question-là, puisque en fait, elle a été faite, mais du côté ici de la prudence autour de la fracture numérique. Mais si jamais effectivement ça aidait ici les personnes que vous accompagnez, voilà, la question c'était plutôt comment ici veiller à ce que ça n'intensifie pas la fracture numérique. Et ça ne voulait pas dire plutôt en quoi ici il faudrait la refuser du fait de cette fracture numérique, puisque potentiellement en effet ça pourrait peut-être ici aider en fait certaines des personnes que vous accompagnez. Par contre, en fait, il est vrai que on insiste assez lourdement ici, c'est la question des tâches administratives. C'est comme une autre question qui a été posée autour du rapport social, de la rédaction d'un rapport social sur le fond, sur la forme. Euh, En fait, il s'agit bien de ce qu'on observe, c'est que finalement, c'est pas la réponse, elle n'est pas si simple, elle n'est pas binaire, c'est pas oui, non. Ça, c'est chronophage, ça, c'est de l'admin, ça l'est pas. Et donc, en fait, il s'agit plutôt de, comment dirais-je, de voir ce qui peut être aussi réalisable à votre niveau sans que ça vienne entacher en fait quelque chose qui en réalité, par exemple, le fait de saisir des données administratives par rapport à la personne que vous accompagnez, certes, ça pourrait apparaître chronophage sur le moment ou la rédaction d'un rapport, voilà. Mais ceci étant, en revanche, ça peut peut-être aussi aider soit à construire la relation dans le cadre d'un premier échange, soit ici à réfléchir en fait pour pouvoir mieux identifier peut-être ou mieux rédiger certaines des choses que vous souhaitez mettre en avant. Voilà, donc en fait, on n'a pas de réponse ni figée, ni, je dirais, binaire, quoi, hein, oui, non, en fait. Et donc, on est plus sur de la subtilité. Voilà, donc en fait, on souligne plutôt la question ici de la subtilité sans prendre pour argent comptant une position ou un outil voilà, de le prendre entièrement et puis ou de le rejeter entièrement. Et enfin, je terminerai parce que le temps tourne et il va nous falloir arrêter. Il y a également la question ici du machine learning qui a été soulevée et plutôt que de parler de l'IA agentique, plutôt d'évoquer la question du machine learning. Par exemple, dans le cadre des systèmes d'aide à la décision, c'était ici effectivement des IA de type machine learning à l'étranger qui sont utilisés. Ceci étant, l'aide à la décision, en fait, ça fait déjà, l'IA aide déjà à ce niveau-là depuis longtemps, depuis les années 80, avec des systèmes experts, etc. En tout état de cause, le machine learning, étant donné le fait que c'est une boîte noire, il faut pouvoir ici, en revanche, j'espère répondre à la question qui a été posée autour du machine learning, il faut pouvoir avoir ici conscience des biais qui peuvent ici être à l'œuvre, en fait, et c'est pas tant, là encore, ou de l'accepter pleinement ou de la refuser, mais de pouvoir localement discuter finalement des critères qui sont important à intégrer à certains endroits, comment on peut rectifier certains des critères. Bon, malheureusement, on ne peut répondre à tout. En fait, on en est désolé. On a tenté de faire au mieux. Maintenant, je vais peut-être laisser Anne-Sophie Maillot clôturer en fait ce webinaire avec le mot conclusif. Voilà, mais pour ma part, je tiens à tous et toutes vous remercier pour les questions qui ont été posées et espère vivement que ça vous aura été ici utile. Je laisse Madame Maillot. Merci. Alors, effectivement, nous tenons tout d'abord à vous remercier pour votre inscription et votre participation aux questions qui permettent de faire avancer les débats. Donc, toutes les questions qui n'ont pu obtenir de réponses aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire seront dans tous les cas traitées, lues et questionnées. Donc, merci beaucoup de les noter. Dans tous les cas, elles feront partie des éléments de réflexion lorsqu'on finalisera le document. Nous tenons également à remercier donc les professionnels présents aujourd'hui, Monsieur Guilloni, Monsieur Massoni-Vernet, Madame Rousset et Madame Tenrero, ainsi que les professionnels qui ont participé tout au long de ces ateliers à la construction de cette convention.
Ensuite, nous avons Julia Savali, qui est notre responsable communication pour la gestion de la technique du webinaire et son soutien. Également, Yann Ferguson et Laurence Marie, nos directeurs de Laboria, pour leur présence à ce webinaire et l'encadrement de ces études. Et enfin, nous remercions la Direction générale de la cohésion sociale, sans qui ces recherches n'auraient pas vu du tout le jour. Voilà. Et nous vous souhaitons une agréable journée. Vous allez recevoir un lien qui vous permettra de revisionner le webinaire si vous en avez besoin. Bonne journée à tous et à toutes. Merci.